Bonjour à tous. On l'appelle la maladie du rat, mais elle touche aussi la plupart des animaux qui vivent à proximité de l'homme. La leptospirose est l'une des pathologies infectieuses majeures de Nouvelle-Calédonie. Elle sévit tout au long de l'année avec des poussées épidémiques pendant les mois chauds et pluvieux. On l'attrape souvent en marchant pieds nus et on sous-estime encore sa dangerosité. En effet, si elle est souvent bénigne, la leptospirose peut conduire à l'insuffisance rénale, voire à la mort. L'an dernier, sur le territoire, nous avons eu 71 cas dont 3 mortels. Alors, que faire face à ce véritable danger? Comment s'en protéger? Où en sont les recherches des scientifiques? C'est ce que nous allons vous faire découvrir tout de suite dans les coulisses de la science sur NCTV. La leptospirose est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est commune à l'homme et à plusieurs espèces animales. Il en existe environ 300 variétés différentes. Quelle est celle qui sévit le plus en Nouvelle-Calédonie? Comment l'attrape-t-on et comment est-elle arrivée sur notre territoire? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Alors, la leptospirose, c'est une maladie due à une bactérie, donc la leptospire. En fait, c'est un ensemble de bactéries, puisqu'on a à peu près plus de 200 de la même famille, qui peuvent donner ces signes cliniques. En fait, c'est une leptospire, mais comme elles peuvent être transmises à l'homme par différents animaux, en fait, elle a des sous-noms en fonction de l'animal chez qui elle est le réservoir habituel. Alors, la leptospirose, c'est une maladie qu'on appelle une zoonose, parce que c'est une maladie qui est commune à l'homme et à plusieurs espèces animales. Chez l'animal, ça peut donner des maladies qui sont inapparentes. À ce moment-là, on va qualifier les animaux d'asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes. Et certains de ces animaux vont héberger des leptospires, donc les bactéries responsables de la leptospirose, dans leurs reins et excréter des leptospires dans leurs urines pendant plusieurs mois, plusieurs années, parfois toute leur vie. Alors ce qui peut se passer, c'est que ces animaux, on va être en contact directement avec les reins des animaux, avec leurs urines, et à ce moment-là, on va être en contact avec des leptospires. Le leptospire, c'est une bactérie assez originale, par exemple, puisqu'il est spiralé, il est très long, il fait 13-15 micromètres, c'est-à-dire millièmes de millimètre de long, c'est invisible à l'œil nu, hein, donc c'est vraiment une très longue spire. Dans les leptospires, il y a au moins une dizaine d'espèces de leptospires pathogènes, et on considère qu'il y en a 300 variétés de leptospires pathogènes. Donc ça, c'est 300 leptospires à travers le monde qui peuvent provoquer une maladie. En Nouvelle-Calédonie, les plus dangereuses sont la catégorie ictéro-hémorragique. Donc il y a plusieurs bactéries qui sont dans cette catégorie-là. Et donc c'est les plus dangereuses puisqu'elles donnent des hémorragies, des ictères. Et c'est les principales bactéries mortelles dans la leptospirose. Comment la leptospirose est arrivée en Nouvelle-Calédonie, c'est une énigme, mais on a quand même des éléments de réponse. Il faut savoir que les seuls mammifères indigènes de Nouvelle-Calédonie, ceux qui étaient là naturellement avant toute présence humaine, c'était des roussettes et des chauves-souris. Chez les roussettes et chez les chauves-souris, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas beaucoup de prélèvements, mais a priori, il n'y a pas ou très peu de leptospirose. On aimerait travailler là-dessus, mais c'est compliqué comme c'est des animaux protégés. Après, les rats sont arrivés avec les humains. Les petits rats polynésiens sont arrivés avec les peuplements de l'Océanie par les Mélanésiens et par les Polynésiens. Donc eux sont arrivés. Est-ce qu'ils avaient déjà de la leptospirose? On ne le sait pas, mais a priori, on peut se dire que si on emmenait des animaux sur les pirogues pour servir de source de protéines, ce n'était sûrement pas des animaux qui allaient rendre malades. Donc probablement que les rats polynésiens qui sont arrivés avec les premiers occupants n'étaient pas infectés par la leptospirose. Et après, tous les autres mammifères, donc les deux autres espèces de rats, la souris, mais aussi le chien, le cheval, le bétail, les cerfs, les cochons, tout ça est arrivé après la colonisation européenne. Et il y a une partie de ces animaux, comme je le disais, les animaux réservoirs de leptospirose n'ont pas de symptômes. Il y a très certainement une partie de ces animaux, au moment où ils ont été importés, qui étaient porteurs, sans être malades cliniquement, qui étaient porteurs de leptospirose et qui donc sont arrivés, ont importé la leptospirose en Nouvelle-Calédonie.
c'est une maladie donc due à une bactérie donc qu'on peut soigner si c'est pris à temps. Mais malheureusement, si on ne prend pas le traitement à temps, malheureusement, elle peut être mortelle. Et tous les ans en Nouvelle-Calédonie, on a environ 1 à 5 décès dus à cette maladie sur le territoire. Et en général, c'est des jeunes adultes bien portants avant, sans antécédents, qui meurent de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, on a fait une petite étude il y a quelques années avec le CHT et on a montré que, en général, les formes les plus graves et les plus sévères de leptospirose, c'était la souche ictérohémorragiée, donc celle qui est entretenue et véhiculée par le rat. Mais il y a également, malheureusement, eu des décès en Nouvelle-Calédonie avec des souches autres que cette souche ictérohémorragiée, avec la souche pyrogénès ou avec la souche australis. N'importe quelle souche de leptospire peut tuer quelqu'un qui était en bonne santé. On considère en Nouvelle-Calédonie qu'il y a pas loin de 5% de mortalité. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a 100 personnes qui attrapent la leptospirose, il y a 5 personnes qui meurent. Une épidémie de dengue va affecter des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes et provoquer quelques décès. Une épidémie de leptospirose ne va affecter que quelques dizaines ou 150 à 200 personnes en Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas rare dans les années où on a en même temps une épidémie de dengue et une épidémie de leptospirose qu'on ait finalement plus de décès liés à la leptospirose que les décès liés à la dengue. Alors, on a plusieurs moyens de s'infecter par la leptospirose. Donc, je vais essayer de vous expliquer par le petit schéma à côté. Donc, le principal vecteur, donc, c'est le rat. Mais ça peut être également les autres animaux, donc aussi bien domestiques que sauvages, que d'élevage. Donc principalement, donc, c'est par les urines des animaux infectés. Et également, ça pourrait être par morsure. Donc par les urines, donc si on marche pieds nus dans les zones infectées, donc ça peut être soit en rivière où on a des eaux stagnantes d'eau douce, ça peut être par un sol humide, donc si on marche pieds nus ou en claquettes, dans de la boue par exemple, on peut s'infecter donc soit par une blessure au pied, soit par la peau directement, ou si on a les pieds qui ont macéré dans de l'eau, donc la peau est plus fine, plus fragile. Et ça peut être également par ingestion. Donc si par exemple, on peut imaginer si on mange une pomme ou une canette où un rat par exemple serait passé, aurait uriné dessus, si on ne lave pas par exemple le dessus de la canette et qu'on boit, on peut s'infecter directement. Par projection aussi, donc par exemple dans les muqueuses, il y a un passage plus direct. Donc si on a une projection d'urine par exemple d'eau infectée au niveau des yeux ou des muqueuses, par exemple si on se baigne dans une rivière infectée, on peut se contaminer également par ce moyen. Le cas des maladies professionnelles, donc chez les personnels d'abattoir, chez les chasseurs au moment où ils vont dépouiller les animaux et éviscérer au retour de la chasse, ou les vétérinaires, ce genre de situation, on est en contact direct avec l'urine ou avec les reins des animaux. L'autre situation, c'est que ces animaux, dans leur milieu de vie, ils vont également excréter, à chaque fois qu'ils vont uriner, ils vont mettre des leptospires un petit peu partout. L'exemple, effectivement, à la chasse, c'est qu'il y a une habitude calédonienne qui est de chasser pieds nus pour être moins bruyant, pour ne pas effrayer le gibier. Donc souvent, ce n'est pas une bonne idée à cause des risques de blessures et, bien sûr, par-dessus du risque de leptospirose. Après, il y a des gens qui vont quand même avoir des chaussures pour aller à la chasse, mais qui vont être assez tentés de quitter leurs chaussures au moment où ils rentrent de la chasse, où le risque est maximum, puisqu'ils vont dépouiller le gibier, ils vont couper, il y a la vessie qui va tomber avec de l'urine. Il peut y avoir un coup de couteau qui va blesser le rein, etc. Et à ce moment-là, si l'animal est porteur de leptospire, il faut savoir que cet animal, il a l'air tout à fait normal, il a l'air en bonne santé, il est en bonne santé, puisqu'il héberge ses bactéries sans que ça le dérange. À ce moment-là, il y a un risque de contact avec les leptospires. Donc ça, c'est un petit peu les cas de contamination directe. Et l'autre cas, qui est quand même un cas très fréquent, c'est simplement qu'à l'endroit où il y aura des cochons sauvages ou des cerfs qui seront venus boire et qui auront uriné, s'il vient à pleuvoir sur ces endroits, ça va rejoindre le crick. Et à ce moment-là, des enfants ou des adultes qui sont en train de se baigner dans le crick, avec de toutes petites coupures, ça suffit pour laisser la place à des leptospires pour rentrer dans l'organisme. Ictérohémorragie, c'est le leptospire qui est responsable du plus grand nombre de cas de maladies humaines dans le monde, et il est également présent en Nouvelle-Calédonie. C'est un leptospire qui est entretenu, c'est-à-dire qui va se diviser chez les rats. Donc, chez les rats, en Nouvelle-Calédonie, on a 3 espèces de rats. On a à peu près un tiers des individus qui sont porteurs de leptospire ictérohémorragié et qui vont les excréter dans leurs urines.
La souris héberge également des leptospires, mais c'est une autre variété de leptospires. C'est des leptospires qu'on appelle du sérogroupe Ballum. C'est également une variété qui est présente en Nouvelle-Calédonie et qu'on retrouve responsable de cas humains. Ensuite, à peu près tous les mammifères peuvent être porteurs de leptospires. Et un des exemples sur lesquels on a commencé à pas mal travailler, c'est le cochon. Chez le cochon, on va trouver très fréquemment un leptospire dont le nom est Pomona. On peut également trouver un autre leptospire qui s'appelle Australis. Donc ça, c'est également deux souches qui sont responsables de maladies humaines. Enfin, il y a un leptospire qui s'appelle Pyrogénès, dont on ne connaît pas le réservoir animal en Nouvelle-Calédonie, sur lequel on travaille pour identifier le réservoir animal. Et il y a enfin un leptospire qui s'appelle Argiobovis, qu'on retrouve assez fréquemment chez le cerf, et probablement chez les bovins, et qu'on retrouve par contre à peu près jamais, ou même jamais dans les cas humains, en tout cas en Nouvelle-Calédonie. Tous les mammifères peuvent héberger des leptospires et transmettre donc la leptospirose. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas la souche de lepto qui s'appelle Canicola, qui est adaptée aux chiens et dont le chien va être un réservoir. Et par contre, on a fait un travail sur les chiens, et notamment sur les chiens de tribu. Et on s'aperçoit que ces chiens peuvent être porteurs pendant quelques jours ou quelques semaines de leptospires qui sont issus de la faune sauvage, donc des souches par exemple Pomona ou Icterohémorrhagiae, parce que les chiens auront été en contact avec des rats ou avec des cochons ou avec des cerfs. Et à ce moment-là, si le chien n'est pas très malade, il ne va pas mourir de la leptospirose. Et par contre, il va uriner des leptospires et il va uriner, y compris en rentrant de la chasse, y compris dans le jardin, sous le faret, près de la rivière, à l'endroit où vivent les humains. Donc à ce moment-là, on peut soupçonner que le chien, il va non pas être réservoir, mais rapporter des leptospires de la faune sauvage, des leptospires qui seraient issus de la chasse, et les mettre un petit peu plus en contact de l'homme. Dans les animaux domestiques, le chat, on considère que c'est un phénomène qui est très rare, la leptospirose chez le chat, et on considère que le chat ne transmet pas la leptospirose. Par contre, ce qu'on peut également soupçonner, c'est qu'un chat qui va partir à la chasse et qui va ramener un rat ou une souris près de la maison, il va également ramener l'urine et le rein du rat et de la souris près de la maison. Donc ça, à ce niveau-là, ça peut également constituer un risque. Alors au début, les leptospires vont juste traverser la peau, le tissu sous-cutané jusqu'à trouver le sang. Et ensuite, arriver dans le sang, c'est un milieu qui est très riche, très nutritif. Et donc les leptospires vont se diviser dans le sang. Ils vont se diviser dans le sang, c'est pendant la période qu'on appelle la période d'incubation, c'est-à-dire entre le moment où on est au contact de ces leptospires et le moment où on commence à déclencher la maladie. Là, le leptospire, il est silencieux, il est installé dans le sang et puis il se divise tranquillement, il profite s'échauffer, il est nourri et il se divise. À un certain moment, ils vont arriver à une concentration suffisamment élevée pour que l'organisme réalise qu'il est en train de se faire envahir. Et la première réponse de l'organisme à ça, ça va être la fièvre. Et les premiers symptômes dans la leptospirose, très souvent, c'est la fièvre. À ce moment-là, le leptospire va arriver à une concentration suffisamment importante dans le sang pour envahir les organes. Et on va pouvoir le retrouver notamment dans le foie, où il va faire des dégâts, dans les reins, où il va également faire des dégâts, et également parfois dans les poumons, dans tous les organes, parfois dans le cerveau. Donc on a des formes de méningite parce qu'on a du leptospire qui circule dans le liquide céphalorachidien. Et il va se localiser un petit peu partout, mais quand même préférentiellement dans le foie et dans les reins. La leptospirose est une maladie grave qu'il faut diagnostiquer rapidement. Alors, quels sont les symptômes qui doivent nous alerter et que se passe-t-il en cas de contamination? Vous allez voir que dès qu'il y a suspicion de leptospirose, c'est tout un dispositif qui se met en place et qui occupe aussi bien la DAS, la Direction des Affaires sanitaires et sociales, que celle de l'Institut Pasteur. Alors, les symptômes de la leptospirose ne sont pas spécifiques du tout et ça peut être les mêmes symptômes qu'on va avoir dans la dengue, qu'on va avoir dans la grippe, qu'on va avoir parfois dans des hépatites. Et donc ça montre l'importance d'avoir des examens de laboratoire qui vont confirmer est-ce que c'était une dengue, est-ce que c'est une leptospirose, est-ce que c'est une grippe. Les symptômes les plus courants dans la leptospirose, ça va être une fièvre en général assez élevée, d'apparition brutale, avec des douleurs musculaires. Ce qui est décrit, c'est principalement les jambes. Ça, c'est les symptômes un petit peu les premiers. Et dès ces symptômes-là, il faut aller consulter un médecin, il faut aller au dispensaire, parce que les symptômes suivants, ça va être
directement des symptômes d'aggravation. Donc ces symptômes d'aggravation, ça va être à l'occasion de l'attaque du foie par les leptospires, ça va être une jaunisse, donc on va avoir le blanc des yeux qui est jaune, on va avoir des urines qui peuvent devenir foncées ou qui peuvent au contraire devenir quasiment absentes, des gens qui n'urinent plus du fait de l'attaque des reins cette fois-ci. Et à partir du moment où on a ces symptômes, disons, secondaires, après juste le syndrome de la fièvre et des courbatures et des maux de tête, tous ces symptômes secondaires témoignent que la leptospirose est en train d'évoluer vers quelque chose de grave. Donc là, justement, il y a un gros piège. Les signes cliniques de la maladie, donc en début de maladie, ressemblent beaucoup à ceux de la dengue, éventuellement de la grippe. Donc il faut absolument faire attention et donc aller consulter le médecin rapidement. Parce qu'il ne faut pas se dire j'ai une grippe, j'ai une dengue et ne pas les consulter et ne pas avoir le traitement. Donc dès la suspicion des signes, même avant d'avoir la confirmation biologique, il faut que les gens prennent leur traitement antibiotique et donc qu'ils ne tardent pas à aller consulter les médecins. On peut conclure que vraiment tous les gens qui décèdent de leptospirose, c'est des gens qui ont tardé à consulter le médecin ou ont tardé à prendre leur traitement antibiotique. Donc voilà, je suis malade, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête, j'ai des courbatures. C'est en saison chaude, je me suis baigné à la rivière, là, il ne faut pas plaisanter, je vais directement chez le médecin. Je lui dis au médecin, voilà, vraiment, je suis patraque, j'ai de la fièvre, je me suis baigné à la rivière et j'ai marché pieds nus. Le médecin va penser à de la leptospirose, va donner le traitement qu'il faut et prescrire une analyse de laboratoire qui va confirmer qu'on a bien une leptospirose ou qu'on n'a pas une leptospirose. Dans le cas où ça n'était pas une leptospirose, par exemple, quand on a une épidémie de dengue, on a plus de chances d'avoir la dengue que la leptospirose. C'est pas grave d'avoir pris des antibiotiques, ça aggravera pas la situation de la dengue, ça gênera pas pour la dengue, ça la soignera pas. Mais au moins, on aura pris des antibiotiques peut-être un petit peu à l'excès, mais si c'est une leptospirose, on nous aura peut-être sauvé la vie. Le médecin, il va recevoir quelqu'un qui a de la fièvre, qui a mal à la tête, qui a des courbatures, et il ne pourra pas, à partir de son examen clinique du malade, savoir si c'est la dengue, si c'est la leptospirose, si c'est la grippe dans certaines régions, si c'est le paludisme ou d'autres maladies comme ça. Donc on va avoir besoin de recourir au laboratoire et de demander aux patients de faire ce qu'on appelle des analyses biologiques, donc souvent des analyses de sang ou des analyses d'urine. Sur cette prise de sang, on va en profiter pour compter les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Ça va également donner une indication de la maladie. Et il y a une partie de l'échantillon qui va être analysée à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on fait l'ensemble des diagnostics de leptospirose pour tous les prélèvements de maladies humaines. Donc c'est des prélèvements qui vont être analysés par une technique qu'on dit de PCR, qui est une technique qui va permettre de mettre en évidence de façon très sensible et très spécifique les leptospires. Donc si on a un résultat positif, ça veut dire qu'il y avait du leptospire dans le sang et que donc le malade avait effectivement la leptospirose. On a vu aussi dans le déroulement de la maladie qu'après être passé dans le sang, le leptospire va aller se localiser dans les organes, dans le foie et principalement dans les reins. Donc ça donne une autre opportunité de faire le diagnostic pour les gens qui viendraient consulter trop tard, ou pour lesquels on penserait à une leptospirose seulement après. C'est que les leptospires qui sont dans les reins vont être excrétés dans l'urine, et à ce moment-là, on pourra faire une PCR avec l'urine. Et enfin, il y a une troisième technique de diagnostic qui, en fait, historiquement, était la première et la plus ancienne. Ça consiste à rechercher la réponse du malade au leptospire, puisque l'organisme va reconnaître que c'est quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est du non-soi, c'est un microbe extérieur qui essaye de l'envahir. Il va faire des anticorps, et ces anticorps, on va pouvoir les détecter et les doser par une technique qu'on appelle de sérologie, qui va se faire également à partir d'une prise de sang, d'un examen de sang, avec une technique qui s'appelle le MAT, qui utilise des souches de leptospire qu'on met en contact avec le sérum du patient, et on va voir si le sérum du patient reconnaît les leptospires. Et à ce moment-là, ça voudra dire que le patient a effectivement fait des anticorps contre les leptospires, donc qu'avant, il a été en contact avec des leptospires. Voilà donc les deux techniques qui sont utilisées pour le diagnostic de la leptospirose. Une technique où on cherche directement le leptospire, avec les techniques modernes de PCR, et une technique où on va rechercher la réponse du malade à la leptospirose, on va chercher ses anticorps. Une fois que l'Institut Pasteur confirme un cas de leptospirose, la DAS s'occupe d'aller faire des prélèvements dans la zone d'habitation du malade. Prélèvements qui seront ensuite analysés en laboratoire pour déterminer s'il y a ou pas contamination.
mon métier, c'est chargé d'études consommation de l'eau. Donc en fait, je m'occupe normalement d'eau potable. Mais je peux être amenée à être interpellée pour faire des investigations sur le terrain. Comme par exemple dans des cas de leptospirose. On me demande d'aller sur le terrain et d'aller poser des questions aux personnes et d'aller faire des observations de terrain pour identifier les sources de pollution. Je fais aussi des prélèvements d'eau pour analyse en laboratoire pour identifier si ou pas les échantillons sont contaminés. On peut être sollicité par un dispensaire qui identifie des cas de leptospirose. À ce moment-là, il contacte la DAS. Et la DAS, donc nous, en fait, on se déplace sur le terrain pour investiguer auprès des personnes, pour identifier les sources de pollution et pour si on le peut, d'éliminer le risque d'infection de leptospirose. La leptospirose, elle intervient souvent après une grosse saison pluvieuse et où il y a eu beaucoup de lessivage dans les rivières et où le lessivage a pu récolter des excréments animaux ou humains qui sont infectés par la leptospirose. Alors on peut prélever dans les rivières, on peut prélever dans les flaques d'eau, dans les trous d'eau. Sur des exploitations, il peut très bien y avoir des trous d'eau où les gens sont en contact avec cette eau. On peut prélever, il est possible de prélever de la terre aussi, voilà, de la terre qui peut être infectée. Après, au niveau de la leptospirose, c'est vraiment dans le milieu naturel. Dans le cas de la leptospirose, les analyses sont envoyées à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Et l'Institut Pasteur peut analyser l'eau ou alors la terre. Et voilà, à ce moment-là, on le met au frais. On le met dans une glacière au frais et je vais l'apporter au laboratoire d'analyse. Donc en fait, mon travail consiste en déterminer quelles sont les souches associées aux patients. C'est-à-dire que quand on a un patient qui est atteint de leptospirose, chaque patient a une souche plus ou moins différente, une variété différente. Et en fait, ça consiste en déterminer quelle est la variété qui lui est associée et par quel animal il a été infecté, en fait, contaminé. On reçoit des prélèvements de patients venant de l'hôpital. Donc ces prélèvements sont analysés par le diagnostic, donc le laboratoire de biologie médicale. Et eux, ils déterminent s'il y a une présence de lepto ou pas chez le patient. Et nous, on récupère le prélèvement et on confirme en fait. On fait une confirmation après donc, le diagnostic. Et une fois qu'on a confirmé la présence de lepto, on va à ce moment-là faire un séquençage, c'est-à-dire déterminer quelle souche exactement a infecté le patient. Et à partir de ça, on sait quel est l'animal qui lui a transmis en fait. Ce matin, j'ai réalisé une extraction d'ADN, c'est-à-dire qu'à partir d'écouvillons, donc de prélèvements réalisés sur des reins de bovins qu'on a fait la semaine dernière, j'ai extrait l'ADN présent donc sur cet écouvillon. Et donc cette extraction, je l'ai réalisée ce matin. Et ensuite, l'ADN extrait qu'il y a dans les tubes, là, je l'ai dosé donc sur la machine pour savoir combien j'en ai dans le tube, quelle quantité j'ai en fait. Donc en fait, ces analyses vont nous permettre de déterminer déjà si chez les bovins qu'on a analysés, il y avait de la lepto. Et est-ce que s'il y a de la lepto, quelle souche en fait est présente chez le bovin, chez ces bovins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de ce numéro spécial des coulisses de la science consacré à la leptospirose. Nous ferons le point sur l'avancée des recherches, sur les traitements disponibles actuellement et sur la prévention. En attendant, évitez de marcher pieds nus. Enfin, n'hésitez pas à consulter votre médecin en cas de fièvre, de maux de tête ou de douleurs musculaires. Salut à tous!